Alors, on va dire que c'est un phénomène qu'on n'attendait peut-être pas avant cette crise de cette année 2020 qui est hors norme et j'ai envie de dire à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que on a des investisseurs individuels, on ne s'appelle pas les boursicoteurs ici, notamment aux États-Unis, surtout aux États-Unis, c'est le cas aussi en France évidemment, qui sont revenus, qui ont découvert, qui sont revenus vers la bourse, à tel point qu'aujourd'hui ils pèsent de plus en plus, notamment à deux chiffres, vous verrez, à Wall Street. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir, hein, Laurent, ou au contraire se dire ça peut apporter de la volatilité au marché, ou comme dit Rockefeller, quand mon chauffeur me donne un conseil boursier, je sais qu'il faut vendre. c'est mauvais signe. Ouais. Bon, bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. C'est intéressant de le dire parce qu'on voit encore le Nasdaq. J'étais resté à 10 000 points, bon, c'était il y a quelques mois, on est à 12. Non, mais 12 74,06, je crois, nouveau on était à 10 000, je sais pas, il y a quelques semaines, avant l'été, on était avant l'été à 10 000, on est déjà… Je crois plus 34% depuis le début de l'année. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement l'œuvre des instituts, des investisseurs institutionnels. Aux États-Unis, le Nasdaq, c'est aussi les particuliers qui sont derrière. Ouais. Et effectivement, comme vous le disiez, qui l'eût cru avec cette crise, ce krach boursier au moment du Covid-19, de nous retrouver à la rentrée avec des niveaux tels sur les indices américains, notamment effectivement l'indice Nasdaq. Et effectivement, c'est aussi le fait de l'engouement des investisseurs particuliers. Ça a été mesuré notamment par Bloomberg. C'était sur les 6 premiers mois de l'année, 19,5%. Mais c'est énorme. Une transaction sur 5. Voilà. Un cinquième vient des particuliers. Des actions échangées sur le marché américain sont le fait des investisseurs individuels. C'était 14,9% l'année dernière. C'est plus du double par rapport à 2010. C'était au moment de 2008, c'était moins de 10%. Donc on est un plus haut, en gros, depuis plus de 10 ans, en termes d'investissement des investisseurs particuliers sur la bourse. Et selon même certains jours, selon Citadel Securities, c'est une société de trading qui passe les ordres pour les courtiers comme Charles Schwab ou Robinhood, dont on va reparler. On était sur certaines journées à 25%, là aussi, chiffre encore assez exceptionnel, des volumes sur certaines séances du fait des investisseurs individuels. Ce qui veut dire qu'en gros, quand certains étaient, on va dire, en France, confinés, voilà, avec les enfants à la maison pour les aider à faire leurs devoirs, eh bien… les Américains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du trading, c'est ça? Alors les Américains, effectivement, les Américains faisaient du trading pour 3 raisons, je pense qu'on peut dire, David. Essentiellement, déjà, effectivement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, donc ils étaient en train d'investir. 2, ce marché fantastique quand même, effectivement, on voit que le marché américain, comparé au marché américain, est reparti beaucoup plus vite. Je pense que quand vous êtes à la maison, que vous regardez les courbes qui montent, vous dites, tiens, pourquoi pas… moi aussi, j'en veux. Voilà, exactement. Et puis la 3e raison, peut-être la plus marquante, peut-être la plus forte, c'est quand même une modification de l'offre boursière aux États-Unis avec la généralisation de la fin des frais de courtage, effectivement, sur les ordres de bourse. Et une société est à l'origine de ça. Alors maintenant, quasiment tous les courtiers le font, mais c'est Robinhood, cette fameuse société. C'est une appli que vous téléchargez, Robin des Bois, voilà, le nom est déjà tout un programme. C'est une appli simple, vous la téléchargez, c'est gratuit. C'est plutôt ludique, osons le mot. Elle a su séduire toute une génération d'investisseurs plus jeunes, qui n'étaient pas forcément versés dans la bourse au début. Et à tel point d'ailleurs que eux, ils comptent depuis le début de l'année plus 3 millions de comptes. Ils en sont à peu près à 13 millions. Ils devraient faire 700 millions de dollars de recettes cette année. Ils ont fait 3 levées de fonds entre mai et juin pour, je crois, 200 millions de dollars chacune. Ils pèseraient aujourd'hui à peu près plus de 10 milliards de dollars alors qu'ils ne sont même pas encore cotés. Donc ça aussi, ça a été allez, j'ose le mot, gamification de la bourse. Ça a été aussi un puissant facteur d'attrait pour les investisseurs individuels. Ouais. Et la hausse de l'action de Tesla, j'ai plus les chiffres, mais vous les avez… c'est plus 500% depuis le début de l'année, et le double plus en un an. 1000% sur évidemment, un an. Ça a aidé. Apple, pareil, tout ça, ça a aidé. Quand on regarde, on se dit effectivement, ça a l'air simple, on gagne à tous les coups. Donc cet aspect jeu de la bourse vraiment a été renforcé. Alors on est évidemment, et vous le savez, sur Boursorama, et nous, voir des investisseurs individuels, voilà, c'est un engouement qui ne nous pose pas de problème, bien au contraire.
Mais ça peut avoir des conséquences aussi, et parfois un peu inquiétantes. Oui, alors les conséquences directes, on l'a vu aussi récemment. C'est par exemple que des sociétés comme Apple et Tesla, dont le cours a explosé, ont divisé leur nominal. C'était en début de semaine, c'était par 4 pour Apple, par 5 pour Tesla, histoire que finalement les investisseurs, exactement, les investisseurs individuels, exactement, puissent continuer à investir. Donc on voyait qu'elles ne sont pas complètement insensibles à ce qui est en train de se passer. Donc ça, on pourrait se dire, bon, pourquoi pas. À tel point d'ailleurs, David, qu'il faut le dire que c'est ce jour-là, ce jour où ont eu lieu ces deux divisions de nominal, beaucoup de courtage, de cabinets de courtage américains étaient très très mal parce qu'il y a eu un afflux d'ordres et de volume absolument impressionnant. Donc ça montre que vraiment le mouvement est significatif. Mais par contre, il y a des effets effectivement un petit peu parallèles. On se rend compte que... Alors, il y a eu des études, notamment sur la corrélation entre ce que faisaient les investisseurs de Robinhood et le cours des actions. On se rend compte que sur les grosses capitalisations, c'est quasiment invisible. Mais on amène de la volatilité sur certains titres. Je pense à Eastman Kodak qui avait eu un mouvement, souvenez-vous, quand on avait appris qu'ils allaient recevoir une aide de l'État américain, le cours avait flambé, donc ça peut accentuer certains titres. Ou encore comme Nikola, dont je vous avais parlé, le producteur de camions hydrogène électrique. Ouais. Je me rappelle. Certains reprochent, le succès de Robinhood est indiscutable, absolument incroyable. Je veux dire, voilà, parti de rien, 13 millions de clients en... Là, ils sont à 13 millions, ils ont fait plus 3 millions début d'année. Après, dans les reproches, certains disent que Robinhood, pour le coup, ne met pas assez en garde ses clients, investisseurs, qui sont peu expérimentés face justement à ces risques de marché. Oui, voire même effectivement les incite gaiement à y aller. Oui, il y a toute une... On a l'impression qu'il y a toute une génération d'investisseurs très décomplexés, j'ai envie de dire, qui est arrivée sur les marchés pendant ce moment et avec cette application. Il y a une chose aussi, c'est qu'ils investissent sur les actions, mais aussi sur les options d'actions. Vous savez, c'est les contrats qui vous permettent d'acheter ou vendre une action souvent à une fraction du prix, donc c'est plus accessible. Là aussi, c'est plus facile. Ça coûte moins cher d'investir et on a des performances qui peuvent être énormes. Exactement. On peut aussi tout perdre. Ou des paumes qui peuvent être aussi beaucoup plus fortes. Les options... Les volumes de transactions sur les options ont augmenté de 129% cette année. Donc, aux États-Unis, là aussi. Donc là aussi, il y a véritablement un phénomène significatif. Au départ, c'était quand même réservé à des investisseurs plutôt qualifiés. Aujourd'hui, on voit qu'on le met dans les mains d'investisseurs individuels, parfois très novices. Est-ce que le nom d'Alexander Kearns vous dit quelque chose? Non. Alors, Alexander Kearns, c'est... On ne va pas spéculer sur ce qui a pu le pousser au suicide, mais visiblement au suicide, effectivement, c'est un jeune homme de 20 ans aux États-Unis qui, parmi les causes qui auraient pu conduire à son suicide, il pensait avoir perdu 730 000 $ sur son application, justement Robinhood. Sur une position alors qu'en fait, son compte était légèrement créditeur. Non, une erreur dans le calcul de sa position. Non, pas forcément. Je pense que sa position faisait apparaître une perte virtuelle, en tout cas, qui n'était pas ce qu'il avait vraiment sur son compte. Et voyant ce chiffre absolument astronomique, ça aurait pu être une des motivations qui le pousse au suicide. Donc, bien sûr, Robinhood s'en était mué, mais ça montre bien les dangers, pour le coup, vraiment réels d'amener une population pas forcément bien au fait de ce que ça implique. On parle beaucoup des États-Unis, mais on finit là-dessus, mais il y a quand même aussi la France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce grand retour qu'on voit clairement aux États-Unis des particuliers en bourse, est-ce qu'on le constate ou pas du tout en France? Qui parlait de frémissement je crois que c'était François Bayrou, au commissaire au plan. Alors, c'est moins fort, ça frémit, on va dire un petit peu. Il y a eu véritablement un mouvement significatif. Il n'est pas de la même ampleur. On était à 20% aux États-Unis, les transactions. Voilà, alors chez nous, effectivement, Euronext Paris a fait un petit calcul. Alors, sur les 7 premiers mois de l'année, on est passé de 2,64% en janvier à 5,93% en avril. Ce qui est quand même, toute proportion gardée, un beau mouvement de progression. C'est x2, mais c'est 4 fois moins que les Américains. Voilà, c'est ça. On est redescendu à 3,75% fin juillet, ce qui est quand même toujours mieux que ce qu'on faisait en janvier. On se rend compte aussi que on retrouve par contre des similitudes, c'est-à-dire que les investisseurs qui sont arrivés, notamment, ont misé pas mal sur des trackers, des ETF, donc aussi sur des instruments qui sont peut-être plus simples à appréhender dans un premier temps que des actions, avec des fonds indiciels. Et puis, l'AMF avait fait aussi fin avril une petite étude pour voir ce qui se passait. Ils expliquaient qu'en fait, on avait quand même des achats d'actions françaises par les particuliers multipliés par 4 en mars, donc c'est quand même pas mal. Volume global multiplié par 3. On avait visiblement 3,5 milliards qui avaient été investis par les particuliers sur les actions du SBF 120.
150 000 nouveaux investisseurs. Ouais, plus jeunes. Voilà, plus jeunes, effectivement, beaucoup plus jeunes. Et c'est là où en fait, on est assez proche des États-Unis. Ils sont entre 10 et 15 ans de moins que les actionnaires individuels. Ils investissent des montants plutôt plus petits, 2 fois plus petits, 2 500 € en moyenne contre 5 000, et concentrés sur un petit peu moins d'actions. Donc, il y a bien une population qui est arrivée et qui est assez différente de l'investisseur traditionnel, du boursicoteur tel qu'on le connaît. Oui. Ouais. Bon, pas en masse, contrairement aux États-Unis, mais quand même, on avait parlé quand même des ouvertures de comptes titres des ouvertures de comptes titres qui avaient eu lieu dans les différentes banques en ligne françaises. Il y a véritablement un mouvement. Reste à voir s'il est pérenne dans le temps et voir aussi ce que cette population va. Comment elle va faire ses armes sur les marchés, dans des conditions de marché qui restent quand même à tout point de vue exceptionnelles. Ouais, on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet, mais on aurait pu dire aussi que le business model de Robinhood, c'est quand on dit que c'est gratuit, rien n'est gratuit dans la vie, au-delà de votre joli sourire. Oui, non, mais effectivement, ils vendent, entre guillemets, leurs clients, quelque part, à des grands gestionnaires quantitatifs qui se servent de ça pour mouliner leurs algorithmes. Donc, voilà, un jour faudra... C'est presque un sujet en soi. Oui. Voilà, une prochaine fois. On regarde un petit peu pour le dessert. Merci beaucoup. Merci David. Merci Laurent. Bye.